Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Julie. Bonjour. Ravie de pouvoir faire cette interview avec toi ici à Paris. Mais moi pareil, je suis très contente. Tu es de Biarritz, tu habites Biarritz maintenant. À Hossegor, mais je dis souvent Biarritz si les gens connaissent pas. Mais attention, parce que Pays Basque et Landes. Ah oui, non. Il y a un sujet là. Il y a un sujet. Et Hossegor, quand même très connu pour ses vagues aussi. Oh, oula, oui. Tu surfes. Oui, on essaye en tout cas. Bon, alors on va parler de ton parcours, puis de ton livre Chaque jour compte aux éditions Marabout. Parce que c'est un peu ton mantra quotidien, non ? Depuis tes 16 ans, tu as appris très rapidement à faire que chaque jour compte. Ouais. Vraiment à juste redéfinir la valeur de la vie et à savourer chaque instant. Ouais. Alors parle-nous de cet événement, tu en parles beaucoup, on te voit sur les réseaux, sur les plateaux télé, c'est quelque chose que d'ailleurs tu assumes complètement sur les images et c'est très inspirant pour beaucoup de femmes et d'hommes et de jeunes, parce que tu as 26 ans aussi, c'est quand même génial quelque part d'avoir réussi à passer ces étapes-là pour être à l'aise et rayonner et diffuser ça au plus grand nombre. Donc combien de temps ça a mis après cet incident, cette tragédie, à tes 16 ans, de te retrouver entièrement brûlée ou presque, d'être transformée et de pouvoir enfin revivre, on va dire ? Alors je pense que c'est le temps. Ouais. C'est horrible de dire ça parce que quand j'ai eu mon accident, donc c'était le 12 février 2013, c'est mon costume de carnaval en fait qui a pris feu sur moi, sur un costume que j'avais fait à la main à cause d'une cigarette. Donc la cendre incandescente de la cigarette est tombée sur mon costume, il a pris feu, j'ai été prisonnière des flammes. La voisine m'a entendue, elle a arrosé les restes du costume. J'étais avec ma meilleure amie d'enfance en plus à ce moment-là. On avait 16 ans, mes parents sont arrivés, sont suivis 3 mois de coma artificiel, 1 an de rééducation à l'hôpital. Bon, il y a eu beaucoup de choses en fait autour de cet accident. Je pense que le plus dur avec cet accident, ça a été de découvrir ce que sont des brûlures sur mon propre corps parce que je n'en avais jamais vu. Ouais. Et en fait, tout ce processus d'acceptation, je pense que c'est le temps qui fait ça, ce qui est horrible parce que quand j'ai eu cet accident, on me disait tout le temps de laisser le temps, que ça allait aller. Et en fait, moi, je sais que ces phrases, quand j'avais 16 ans, je supportais pas en fait parce que pour moi, le temps ne ferait rien. Et maintenant, 10 ans plus tard, je peux dire que le temps a fait beaucoup. Et que, moi j'aime bien dire que je pensais que c'était ma différence qui avait fait ma force dans tout ça. Et après j'ai compris que c'est ma force qui avait fait la différence. J'ai eu cette volonté en fait de m'en sortir, de me relever. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai accepté à 100% parce que je pense que le fait de m'être connue avant l'accident, donc sans cicatrice, etc., c'est une image qui restera toujours. Mais aujourd'hui, avec le temps, je fais un peu le deuil de cette image et je réapprends en fait ce corps qui est le mien. Ouais, c'est une nostalgie ou c'est quoi ? Au début, c'était de l'injustice. Ouais. J'en voulais énormément à la vie et je comprenais vraiment pas pourquoi ça m'était arrivé. Maintenant, c'est... Et de la colère, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses. Sûr. Comment tu as réussi à travailler toutes ces différentes émotions seule ou à un moment, tu as fait appel à des experts ou... Non, seule. Très, très seule. Et très, très seule pour le coup, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui peuvent te comprendre. Non, et puis même, en plus, très, très seule. Pourquoi très, très seule ? Parce que j'ai beaucoup préservé mes proches, en fait, de tout ce que je pouvais ressentir. Donc, j'étais assez seule. Et des fois, en fait, ça me revient. Ça fait 10 ans là que j'ai eu l'accident et je me dis, mais à qui tu te confiais, en fait ? À qui tu parlais ? Même pas un journal intime Oui, j'écrivais beaucoup. Alors, l'écriture m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que je me disais, mais qui était vraiment... Parce que je sortais avec mes amis, j'avais ce truc de retrouver mon autonomie, ma liberté, mais je me confiais pas vraiment sur les regards que je pouvais avoir, ce qu'on pouvait me dire par rapport à mes cicatrices. Donc j'ai été seule et je pense que ce qui a fait que c'est... on en parlera, mais ma spiritualité m'a beaucoup aidée et je pense que tout ce que j'ai pu lire à propos de l'introspection, de me poser les bonnes questions, d'essayer d'aller chercher plus loin que juste le symbole en fait, de l'accident et d'essayer d'y amener un sens, ça a été quelque chose. Et ça, est-ce que tu l'attribuerais, le fait que tu as été vers, justement, donner du sens à tout ça, vers de la spiritualité au sens large, non dogmatique, bien sûr, je suppose. Est-ce que c'était lié à ce que tu avais vécu, ce que tu avais appris de tes parents ou une ouverture déjà toute petite qui était là, comme si tu avais été préparée finalement à vivre cet événement ? Moi, j'ai été préparée. Tu le vois ? J'ai eu des prémonitions, j'ai écrit... Si je reprends mon agenda, donc en 2013, quand j'étais au lycée, en fait, j'écrivais de partout « Stay alive, stay alive, stay alive » et je comprenais pas pourquoi, c'était de l'écriture intuitive, en fait. J'en ai la chair de poule, ouais. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'écrivais ça. Et après mon accident, j'avais réouvert mon agenda et je voyais « Stay alive » écrit partout. Et je me disais « Ok, donc non... » Parce que ça, c'était vraiment l'enjeu, « Stay alive ».
Bien sûr. T'avais pas envie de rester... Ça a été l'enjeu sur le moment, en tout cas. Ouais. Et après, je me suis pas vraiment posé la question parce que bien qu'il y ait eu des heures très, très sombres à me questionner sur ce que ma vie allait devenir, je sais que je pouvais pas lâcher parce que j'étais quand même très entourée par ma famille, par mes parents. Et même si je les protégeais, leur amour, en fait, m'a sauvée, quoi. Clairement. Et ces bases ce qu'on disait pour revenir à ce sens que tu donnais à tout ça, au-delà de ce journal intime et de ce que tu écrivais, et ces prémonitions, il y en a eu d'autres? Par exemple, ma maman, elle était fan de Marvel. Donc, elle était fan de Jean Grey. Donc, Jean Grey, c'est le phénix. Et en fait, ma maman, elle a au moins, je sais pas, 50 dessins où elle dessine une femme à travers les flammes. Ouais, qui sort de ses cendres. Exact. Oh là là. Exact. Et du coup, peut-être qu'elle me dessinait moi, quoi. Donc, en fait, oui, il y a eu quand même pas mal de prémonitions. Et en fait, ce que j'aime bien expliquer souvent, c'est que j'ai toujours su que... je vais peser mes mots. En fait, j'ai toujours su quand j'étais enfant que ma vie n'allait pas être normale et qu'il allait se passer quelque chose qui ferait que je serais reconnue aux yeux des gens. Alors moi, je savais pas si c'était dans la musique, mais j'ai toujours su qu'à un moment dans ma vie, il y allait avoir un switch et que j'allais faire des télés, que j'allais faire des interviews et je suis incapable de l'expliquer. C'est juste que profondément en moi, c'était ancré et que je le ressentais tellement qu'en même temps, aujourd'hui, quand je vois des photos de moi, par exemple, quand je suis bandée de la tête aux pieds, j'ai plus de cheveux, ma peau, elle a rien à voir avec ça aujourd'hui, elle est rouge à vif, c'est vraiment les brûlures à proprement parler. Je souris sur toutes les photos. Donc c'est quand même assez... Je me dis, est-ce que tout ça, finalement, je le savais pas déjà? Et est-ce que, en fait, c'est pas la force du destin qui fait que c'est tellement écrit qu'on a envie on a envie d'aller voir la suite, dans tous les cas. On n'a pas envie de s'arrêter. Alors, bien sûr, après... Je peux pas dire que tout a été facile, tout a été écrit. Oui. Il y a eu des moments très très durs et il y a eu des moments où le reflet dans le miroir, il a été difficile à assumer, ça c'est certain. Ouais. Et quand tu dis que cette préparation, c'est fou parce que dans certaines personnes, tu vois, qui sont dans cet élan spirituel, pensent qu'en effet, on peut choisir dans cette incarnation de choisir nos parents, certains événements. Toi, tu le pensais déjà avant ou c'est après cette tragédie que tu as commencé à te dire et à mettre les choses bout à bout et à voir qu'il y avait une certaine cohérence et un puzzle commençait à se former? Alors, il y a eu plein de trucs. Bon, après, si on peut parler un petit peu astrologie, du coup, moi, en fait, je suis scorpion, ascendant scorpion signe lunaire. Oh, donc, c'est quelque chose d'un peu unique. Et le scorpion, dans son signe astrologique, c'est le signe de la transformation. Donc je pense que le fait d'avoir ces 3 scorpions en haut, ma transformation, elle a vraiment été... et puis le côté sombre aussi, et de renaître aussi, et de voir les choses, d'être intuitive, tu dois l'être également. Donc je pense que ça a toujours fait partie de moi, parce que c'est ce que je suis. Moi, j'ai été élevée dans la religion, donc j'ai été élevée avec mon grand-père qui fait de l'orgue dans les églises, ma grand-mère qui chante à des chorales. J'ai mon autre grand-mère qui est très croyante, espagnole. Enfin, j'ai toujours été bercée là-dedans. J'ai fait ma communion, etc. Et donc, j'étais très croyante avant mon accident. Et cet accident, en fait, il est venu un peu modifier toute ma perception de ma croyance, en fait. Parce que, quand j'ai eu mon accident, d'ailleurs, on peut en parler, j'avais ma croix autour du cou, en fait. Et moi, contrairement à mes parents, qui se disaient que si j'étais encore en vie, c'était grâce à cette croix autour du cou, moi, je me suis dit que si... il y avait vraiment une présence là-haut, ça me serait peut-être pas arrivé, vu comme j'étais croyante, vu comme je faisais mes prières tous les soirs, etc. Donc j'ai été élevée là-dedans. Donc en fait, moi, exactement. Et c'est pour ça que ça a renforcé en plus ce sentiment d'injustice. Je comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs, si on reste un peu dans la religion, quand j'ai fait on appelle ça les retraites, avant la communion. Quand j'ai fait ma retraite, j'ai un prêtre qui a absolument voulu parler à mon papa, j'avais 8 ans, et il avait dit à mon papa, il faut absolument que vous sachiez que quoi qu'il lui arrive, elle sera protégée. C'est quand même fou. Wow. Et en fait, tout ça, moi, c'est des messages que je n'ai jamais oubliés. Et en fait, ce truc m'arrive, l'accident arrive, en fait, dans tous les cas. Et moi, je repense à ce prêtre qui avait dit ça à mon père, et en fait, je me dis, c'est injuste. Ils auraient pu plus me protéger là-haut, s'ils le savaient. Et en fait... C'est la nuit noire de l'âme, finalement. Mais totalement. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, je la connais bien, Je la connais bien, mais je connais les beaux jours de l'âme aussi, tu vois, je connais la Renaissance. Alors, à quel moment il y a cette issue, justement, parce que Nuit noire de l'âme peut durer un certain temps, et beaucoup de personnes le traversent en ce moment pour différentes raisons. Totalement. Il n'y a pas forcément d'étincelle, et cette petite étincelle, tu l'as toujours sentie, ou tu t'accrochais à quelque chose, où il y avait ça, ou il n'y avait plus du tout ça, tu te sentais... Moi, je m'accrochais... en fait, j'ai eu très vite besoin de retrouver mon autonomie. C'est passé par mon sport.
J'étais gymnaste, je m'entraînais 12 heures par semaine, donc j'ai très vite repris le sport. Le sport, il m'a sauvée parce que j'avais une mémoire musculaire, mon corps a très vite récupéré à l'hôpital. Je suis retournée à la gym, donc mon esprit il était complètement occupé par ma passion. Donc le sport m'a sauvée de plein d'aspects différents. Ouais. Le deuxième, c'était mon autonomie avec mes amis, parce que quand ça m'est arrivé, j'étais au lycée, j'aurais pu faire le choix de rester à la maison, de ne pas retourner au lycée. Et en fait, j'ai dit non, moi, il faut que je retrouve mes amis. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que dans les yeux de mes potes, je me suis jamais sentie différente. Et ça, je pense que c'était un peu à double tranchant. Ça, tu le portais aussi. En fait, c'était un peu à double tranchant, parce que là où j'aurais peut-être voulu me confier plus, vu que j'étais pas différente dans leurs yeux, ok. Et d'un autre côté, c'est ce qui m'a aussi aidée à gravir un peu les échelons. Et je pense qu'il y a toujours eu ce truc de ma vie, elle est plus comme avant et elle le sera plus jamais, mais je vais quand même continuer de la vivre. Peut-être encore une fois la part de destin, et puis on verra. Et après, non, l'étincelle que j'ai eue, moi, pour vraiment avoir cette transformation, c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est libérer ma voix. Le fait d'ouvrir en fait ce journal intime à la base public, de parler de tout ce qui m'était arrivé, de libérer justement là où j'en parlais pas à mes proches. Moi, c'est plus facile par moment, moi je l'ai vécu aussi, de parler sur les réseaux, dans un livre, que assez en intimité. Et ce qui est quand même assez contradictoire, parce qu'en fait, quand on écrit un livre et qu'on le met dans la main de ses proches, nos proches lisent le livre. Mais c'est pas notre voix. Comme une vidéo, c'est pas pareil. C'est clair. C'est fou, hein, cette peur de se montrer tel que l'on est. Il y a une protection, en fait. Ouais. Il y a vraiment une protection. Et moi, c'est grâce à ça que ça m'a appris à le faire après en intimité, enfin en personne. Totalement. C'est fou, hein. Ouais, et ça peut-être d'autres générations ont du mal à le comprendre, parce que ça peut paraître égocentrique au début d'être sur les réseaux, mais finalement, il y a quelque chose de très libérateur. Totalement. Et un accès aussi à une voix. On le voit aujourd'hui. Il y a tellement, je trouve qu'il y a tellement d'histoires là qui ont vu le jour. Même, on parlera plus tard peut-être du body positive, etc. Mais il y a eu des mouvements quand même qui ont permis à des femmes, à des hommes de se trouver, ou même ceux qui se reconnaissent pas comme tels. Enfin, j'ai trouvé ça quand même assez incroyable, quoi. Waouh. J'avais une question et puis on est parti sur les réseaux et là, alors, waouh. Le regard de l'autre, clairement, on va l'aborder parce que, comme tu disais, le body positive et tout ça. Les réseaux, on parlait de cette vulnérabilité, d'oser dire les choses et qu'il n'y avait pas forcément Ah oui, c'est ça, c'est que souvent, quand, tu vois, j'ai fait des interviews aussi sur des personnes endeuillées ou qui ont passé des caps comme ça ou qui ont vécu un viol, des événements difficiles. Et en fait, avec le temps, on a envie d'en parler, ou même on aimerait avoir ces espaces pour en parler. Les gens n'osent pas, sont gênés, n'ont pas envie de faire reparler, d'inviter à la communication. Et en fait, c'est essentiel pour la personne de dire les choses, non, et d'en parler. Comment on peut nous encourager quand quelqu'un, je dis, vive quelque chose de difficile, comment on peut être là pour lui et savoir si on n'est pas... on se sent complètement démunis. Et nous, pour soutenir, ça va dans les deux sens. On pense souvent en fait, à la victime quand il y a un accident, quand il y a un drame comme ça qui arrive. Mais on pense très peu aux accompagnants qui, en fait, eux, ont le poids de la culpabilité, se sentent complètement impuissants. Donc, moi, j'essaie d'en parler souvent. Et en fait, je dis que souvent, c'est pas... c'est juste... J'essaie de te comprendre, en fait. J'essaie de te comprendre et surtout agir quelque part comme si... pas comme s'il y avait rien, mais je sais qu'en fait, on peut trouver beaucoup de résilience en ce sens-là, de pas se sentir différent dans les yeux des gens qu'on aime et de savoir qu'on est entouré. En fait, c'est peut-être juste ça, l'accompagnement qu'il faut avoir, c'est il faut que la personne en face, elle sache que quoi qu'il arrive, elle sera pas seule. Parce que moi, je sais que c'est ça qui m'a sauvée. Et bien sûr avoir cette écoute sans forcément des solutions. Bien sûr, il n'y a pas de solution, c'est juste écouter. Si tu as envie de libérer ta voix, libère ta voix. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait ma réopération, j'avais mes potes qui venaient du lycée, elles venaient avec des saladiers de Morito à l'hôpital. Bon, c'était après, hein. C'était quand je me suis fait réopérer. J'ai mes potes de lycée qui venaient avec ces saladiers-là et on se faisait des petites louches de Morito à l'hôpital, mais le régal. Et en fait, c'est ça, c'est un peu ces parcelles, je pense, ces petites étincelles de la vie quotidienne qu'il faut remettre un petit peu dans la vie de la personne qui a vécu un drame, quoi. Et de montrer qu'en fait, la vie, elle a encore de la valeur. Même si nous, on peut l'occulter complètement, c'est mettre des petits moments de bonheur un petit peu. Voilà, donc ton livre, chaque jour compte, c'est ça. Il n'y a pas de fatalité en soi. Qu'il y a on peut faire des petites choses tous les jours pour réallumer cette flamme. Parce que ça, c'est à la portée de tous. Et je veux dire, c'est un peu notre mission à tous de garder ça. Parce qu'on peut avoir des coups durs, des micro-coups durs qui peuvent s'enchaîner et devenir un gros mal-être. Exactement. Mais on ne voit pas venir aussi des fois. Toi, c'était comme un événement choc.
Mais pour d'autres, Des c'est fois, du feu qui brûle bien petit à sûr. petit et qui monte à l'intérieur et qui nous brûle de l'intérieur. Le burn-out, par exemple. Totalement. Chaque jour compte, il a été un peu écrit en ce sens-là. Et en même temps, on n'est pas sur un livre qui est tout le temps hyper positif, on va aller chercher très loin, on va se faire du bien. Bien sûr qu'on va se faire du bien, mais au final, il y a aussi ce truc de... En fait, aujourd'hui, viens, ne fais rien, en fait. Ne fais rien, parce qu'en fait, ne rien faire, c'est faire quelque chose pour toi, quoi qu'il arrive. Donc, t'es pas obligé de travailler tout le temps sur toi, t'es pas obligé de... Voilà, là, aujourd'hui, vas-y, dessine si t'as envie. Et puis, si t'as pas envie, c'est pas grave, tu reviendras plus tard. C'est un peu cette essence, chaque jour compte. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que là, aujourd'hui, on a eu un retour sur les ventes, etc. Et en fait, je pense que j'ai peut-être été un peu avant-gardiste, si je peux dire, sur ce livre-là, parce qu'il n'a pas eu le résultat que j'escomptais à la base. Et je me dis qu'il est tellement... Il est tellement bien... Moi, en tout cas, je sais comment je l'ai écrit. C'est mes 10 dernières années. Elles sont dedans. Et je me dis, est-ce que les gens, finalement, étaient prêts à recevoir un livre où tu peux sauter des pages, où tu peux y revenir, où tu peux... Oui, l'ouvrir là où tu veux, et faire ce que tu veux du livre. Et pourtant, en tout cas, là où je suis très contente, c'est que les gens qui le lisent, les gens qui se le sont appropriés, se l'approprient vraiment et les retours sont dingues. Et il fait vraiment du bien. Et ça, c'était tout ce que je voulais. Moi, mon espoir avec Chaque jour compte, c'était qu'il soit vraiment la main tendue dont moi, j'aurais pu avoir besoin à l'hôpital. Moi, je me voyais trop prendre mon livre à l'hôpital et chaque jour remplir un truc et me dire ok, là je fais quoi, ok, trop bien, ça, et vouloir avoir envie d'être accompagnée. Parce qu'il y a un côté quand même dans le faire, parce que c'est vrai que l'être, rien de mieux que l'être, et juste d'être dans cette plénitude, et en même temps c'est un équilibre d'être en mouvement et d'agir, je veux dire, sans avoir mis ce sport et toutes ces autres choses. Tu vois, il y avait un déséquilibre, donc c'est comme tout extrême finalement, c'est pas top d'être extrémiste dans un côté ou dans l'autre, hein, c'est clair. Ouais. Donc sur cette partie spiritualité, c'est quelque chose qui te tenait à cœur aussi d'infuser dans ce livre-là. Initier, si je peux dire, un petit peu, parce que j'ai vraiment trié mes thèmes. Ah oui. Ouais, j'ai essayé de pas partir, si je peux dire, j'ai essayé de pas partir trop loin, et en fait, je l'ai vraiment écrit. Mais nous, on veut que tu partes loin, la suite. La suite peut-être plus tard, mais j'avoue que je l'ai vraiment pensé comme si moi je le lisais il y a X années en arrière quand j'étais pas bien. Et cette introspection, cette introduction à la spiritualité que j'aurais aimé lire, c'était celle-là. Faut pas aller trop vite non plus, tu veux dire, à ce moment-là. Ouais, exactement. Tu vois, c'était comment on peut nettoyer sa maison, les rituels de pleine lune. Nettoyer énergétiquement. Parce que tu parles d'énergie. Hein. You are energy, you are magic. J'ai un petit tatouage là qui est écrit. Mais oui, totalement. Je parle beaucoup d'énergie et... Enfin, moi, aujourd'hui, je crois en l'énergie, je crois en l'univers. Et je veux juste pas aller trop loin dans ma spiritualité. C'était de l'initiation. Et pourquoi on entend tout le temps parler, tu vois, d'astrologie, des rituels de pleine lune et tout. On se dit, à quoi ça sert? La plupart des gens se disent, mais à quoi ça sert un bâton de sauge, par exemple? Et en fait, moi, j'avoue, j'avais envie de les prendre par la main et de leur dire, allez, je vais vous apprendre comment on est à votre maison. Qu'est-ce que tu ressens au niveau énergétique quand justement tu fais un nettoyage comme ça avec un bâton de sauge dans un lieu, ou que tu sens justement qu'un lieu a été purifié, ou une personne que tu rencontres qui l'a pas été. J'ai plutôt tendance à ressentir... Enfin, il y a des endroits dans lesquels je me sens très très bien. Ouais. Je suis très réceptive, je suis très intuitive, donc j'ai beaucoup de clairvoyance, et je suis très réceptive surtout aux mauvaises énergies, ce qui est assez terrible. Mais ça fait comment chez toi quand tu sens que c'est des mauvaises énergies? J'ai des frissons et ça me... En fait, c'est comme si j'avais une bulle instantanée, ça fait genre... Okay. C'est bien, ça se ferme. Ça se ferme. Parce que certaines personnes... J'ai appris à fermer. Ça, c'est bien. Parce qu'à un moment, ça devient des automatismes. Hein. Ouais, là, tu vois, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps de rentrer dans une chambre d'hôtel et j'ai fait genre... ça sera pas cet hôtel-là. Et j'ai changé d'hôtel. Parce que vraiment, c'était pas possible. Même les restaurants, on sent ça. Hein. C'est dur des fois de rebrousser chemin et de dire non, ça va pas le faire parce qu'énergétiquement, ça le fait pas. Et puis, il y a très peu de gens qui peuvent le comprendre aussi. Ouais. Très peu de gens qui peuvent le comprendre. Donc, encore une fois, c'est essayer de s'écouter ou alors essayer de se protéger de ça. T'as pu penser à certains moments que ce qui t'était arrivé à 16 ans, justement, énergétiquement, c'était quelque chose d'autre, de négatif qui t'était tombé dessus? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai fait l'erreur. Tu as une force négative, on peut dire? J'ai une force négative, ouais. J'ai une force négative et je pense que d'aller chercher cette force dans mes profonds retranchements là, avec l'accident, ça a fait forcément ressortir un côté un peu dark. Mon côté dark, il existe vraiment. Hein. Ouais. On le voit pas, c'est pas quelque chose qu'on perçoit sur les réseaux, c'est pas quelque chose qu'on perçoit sur mes interviews parce que moi je suis là pour transmettre du bon. Mais t'es quand même un phénix. Voilà, mais je suis là pour transmettre du bon, pour transmettre que la vie elle vaut la peine d'être vécue, etc. Mais j'ai toujours dit que dans ces combats, il y avait une part plus sombre et chez moi, elle existe. Donc maintenant, elle est
plus enfouie, parce que c'est pas qu'elle est enfouie, en fait, c'est juste que j'ai appris à la connaître. Donc j'ai appris à l'appréhender, j'ai appris à l'accepter, je connais mes parts sombres. On en a tous une partie. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans les moments où la vie, elle nous met à l'épreuve comme ça, la part sombre, elle ressort. Ouais. Et toi, ça ressemblerait à quoi pour que certaines personnes puissent s'identifier à ça, justement? Mes parts sombres? Mes parts sombres, c'est une profonde. Déjà, c'est comme une profonde dépression, en fait. Enfin, c'est une profonde dépression. Et c'était là avant l'accident? Ouais. Mais ça peut s'apparenter à... Ou même pendant l'accident, juste après, tu vois. Mais ça peut s'apparenter comme un burn-out, où on n'a plus envie de rien. En fait, il n'y a plus de saveur, tu vois. Tout ce qui t'entoure n'a plus de saveur. Ce qui te faisait plaisir avant, il n'y a plus rien. Les aliments, des fois, ils ont même plus de goût. Tu sais, c'est comme un post-virus. Voilà, il n'y a plus de goût à rien. Et moi, mes parts sombres, tu vois, je parlais du reflet du miroir tout à l'heure, c'est frapper dans des miroirs, tu vois. Ouais. Frapper dans des miroirs, finir les mains en sang, parce que, tu vois, c'est vraiment... C'est presque une autopunition. Ouais, vraiment. Et puis, tu sais, c'est vraiment être en colère contre la vie, être en colère contre soi-même, être en colère contre ce qu'on voit, et surtout contre ce qu'on peut pas rattraper. Je pense que souvent, en fait, c'est ça, les gens... Il y a cette notion de temporalité, en fait, et quand le temps nous échappe et qu'on peut pas revenir en arrière, on devient en colère, on devient injuste avec soi-même, on en veut à la vie. Parce que le temps semble figé. Bien sûr. Les choses restent figées. Ouais, totalement. Est-ce que tu as toujours cette même compréhension du temps ou ça a évolué justement? Non, là, ça a évolué. Moi, je suis un peu plus contre... J'ai plus l'impression que c'est figé le temps, je suis un peu plus en course contre... En fait, je sais, chaque jour compte, et je sais que chaque jour doit être vécu. Et du coup, tu vois, je vais plus maintenant... m'en vouloir à moi-même, tu sais, quand j'ai une journée à rien faire, alors qu'en plus j'encourage les gens à ne rien faire des fois. Mais pour moi c'est dur parce que d'avoir frôlé la mort me dit qu'il faut être en vie, qu'il faut vivre cette vie. Et dans toute la transmission, même avec les réseaux sociaux, tu vois, hier j'étais au concert de Beyoncé, c'était fou. C'était fou. Et en fait je me dis... Avec Laurie, j'ai vu que Laurie Tillman aussi. Ouais, Laurie, elle était juste en dessous, elle était juste en dessous de moi. Mais c'était incroyable. Et là je me dis quand même que de m'en être sortie, d'avoir partagé tout ça sur les réseaux, je peux vivre des expériences qui sont c'est invraisemblable. J'étais en loge pour Beyoncé, enfin c'est quand même au Stade de France. Et du coup, j'ai envie de tout le temps vivre plein de trucs, tu vois. Je suis plus dans ce truc de le temps file. Et puis ta vie l'amène. En fait, le temps l'amène en plus avec cette philosophie de vie. La vie fait tiens, j'ai envie de te gâter. Ouais, voilà, vas-y, prends tout. Donc c'est faire le plus tri dans tout calmer, ça. Essayer de calmer un peu tout ça et de c'est se recentrer, tu vois, c'est se recentrer et c'est essayer de prendre ce qu'il y a à prendre, de pas laisser filer le temps, en même temps de vivre dans l'instant. Enfin, tu sais, on essaie toujours... Parce qu'il y a aussi le côté influenceuse que tu incarnes. Donc comment tu vis ça et comment tu arrives à trouver un équilibre? Parce que c'est pas évident avec les sollicitations, c'est dur, les réseaux, et puis se dire ça c'est ok, ça c'est juste, ça c'est intègre avec moi, ça me correspond, c'est tout un truc. C'est très très dur, hein. Puis l'influence, c'est aussi de l'argent. C'est aussi de l'abondance, parce qu'on gagne bien notre vie quand on est influenceur à différentes échelles, à différents niveaux. Mais être influenceur, c'est aussi savoir dire non à des sommes, des fois, quand ça ne correspond pas, par exemple. Moi, j'avais récemment, tu vois, j'avais une marque qui m'avait contactée, donc c'est une marque très polluante, qui m'avait contactée pour faire un nettoyage des plages. Et je me disais, non, en fait. Je me suis dit, en fait, la majorité des déchets qu'on va ramasser sur la plage, c'est les vôtres. Donc je peux pas m'associer avec vous, c'est pas possible. Et refuser un... Là, c'est refuser et c'est de dire, c'est pas mes valeurs, c'est pas mes convictions. Et en même temps, c'est aussi tout notre problème sociétal qui est lié à l'argent, qui est lié à l'abondance, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de matérialiser et tout. Oui, mais à quel prix? Enfin, en tous les cas, choisir dans quel camp? C'est des choix et... mon équilibre, moi j'ai mes valeurs et j'ai toujours suivi ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, mes valeurs dans la vie, donc je pense que les deux ils se sont juste joints et ça va. Le plus dur pour moi ça a été de jongler plutôt entre le pro, donc cette vie d'influenceuse, de créatrice de contenu qui prend énormément de temps, et mon perso. Ça prend combien de temps dans ta vie, hein, perso, pro? Non, mais je peux pas... C'est tout le temps, je m'arrête jamais, en fait. Voilà. Enfin, je peux pas le quantifier. Là, j'ai une nouvelle mission. C'était vraiment de me poser des vacances. Mais encore une fois, ça, on peut en parler. Donc, j'ai du mal à faire la balance pro et perso. Voilà. Mais en fait, je m'arrête jamais dans le pro. Et je disais à mon agent, la dernière fois, je lui disais, moi aussi, en fait, j'ai envie de partir en vacances et de couper. Elle me dit, oui. Elle me dit, tu vas couper genre tes contrats. Tu vas pas travailler. Elle me dit, mais en fait... créer du contenu, c'est une passion, c'est ce que t'aimes faire parce que t'aimes transmettre aux gens. Donc en fait, je coupe quand les réseaux? Je peux pas dire. Enfin, c'est ça qui est... Parce que si je pars en voyage,
je vais pas travailler, je vais couper mes contrats, je vais pas aller sur mes mails, mais je vais avoir envie de partager mon voyage. Donc c'est ça qui est dur. Moi, c'est ça que j'ai du mal à assimiler encore. Et en même temps, je pense que c'est à nous tous de poser nos limites à tout moment de notre vie, de savoir dire non et de s'octroyer ces espaces et ces parenthèses qui sont tellement ressourçantes. Mais vu que ma reconstruction, on a besoin de ces checks quand même réguliers. Mais totalement. Mais vu que ma reconstruction, tu vois, elle passe dessus, elle passe par le biais des réseaux sociaux. Je pense que ces dernières années, j'ai eu du mal à m'en défaire et que là, je suis quand même dans un... Voilà, je suis quand même dans une transformation, encore une fois, où je me dis que ça y est, en fait. Ça y est, j'ai plus rien à prouver, entre guillemets, sur les réseaux sociaux parce que mes preuves, je les ai faites. Les gens que je voulais aider, je les ai aidés. J'ai écrit des livres, j'ai parlé, j'ai fait des conférences, etc. Aujourd'hui, c'est plus un... Enfin, ça m'accompagnera toujours, mais ça reste un support, tu vois, de tout ce que j'ai envie de faire. Et pourquoi pas développer d'autres choses à côté après, tu vois. Ouais, puis c'est la satisfaction vraiment encore plus permanente et encore plus durable quand c'est super aligné avec ce que tu ressens et ce pourquoi tu es incarné. Bien sûr. Parce que ton âme, ton être, comme il disait le docteur Roy Martina, que j'ai interviewé d'Hollande là tout à l'heure, c'est cette divine spark, cette étincelle du divin qu'on a tous en nous et qu'on porte et on sait exactement au final ce qu'on a à faire ici. Si on se laisse pas polluer par à droite à gauche. Et il y a moyen de trouver cet équilibre même en tant qu'influenceuse. Ouais, mais c'est juste que c'est... Mais tu portes cette voix en plus et cette influence est énorme sur les jeunes, sur le monde, sur tout le monde. Bah, en tout cas, moi je sais que si ça m'est arrivé, tu vois, c'était pour transmettre et que c'était pour aider les autres et que c'était pour avoir cette voix, en fait. Pour avoir cette voix et pour pouvoir parler. Et d'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas longtemps à mon chéri. Je lui disais, en fait, c'est trop bizarre. Des fois, je suis en interview, je parle, et j'ai l'impression que j'ai un dédoublement de la personnalité et que c'est plus moi qui parle. Et tu sais, c'est comme si mon âme, en fait, elle... Tu canalises un peu, toi? Non, mais je sais pas, tu sais, c'est comme si mon âme, juste, elle savait ce qu'elle avait à faire, donc elle parle. Et des fois, moi, je suis un peu en retrait de ce truc, je sais pas comment l'expliquer, mais je suis un peu en retrait. Et c'est comme si je parle et je regarde ce qui se passe, tu vois. Et des fois, je sors d'interview. Il y en a pas mal qui me le disent en interview. C'est incroyable. Et j'arrive plus à me souvenir aussi de ce dont j'ai parlé, tu vois. Je peux sortir là. Ça, c'est très très bien à la fin d'une interview, quand ils savent plus ce qui s'est passé, combien de temps ça a duré, etc. Je sais que ça va être une très très bonne interview. C'est les meilleurs, ça. C'est vrai. Il y a autre chose qui prend le relais. Ouais, c'est ça. Il y a l'humain qui prend le relais. Et puis cette force quand même humaine, on a quelque chose en nous, cette étincelle de vie qui arrive à transcender les difficultés, qui arrive à trouver sa voie. Et des fois, nos chemins, tu l'as senti et tu le sens, quand nos chemins comme ça font des zigzags ou qu'on fait des détours, on a vite un rappel, non? Oui, totalement. Il y a le petit rappel. Ouais, tu peux pas partir trop loin. Ouais. Parce que la dépression, finalement, invite au changement. C'est une bonne nouvelle, quelque part. Ouais. C'est une voie du changement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer. Après, le problème, tu vois, c'est que avant de voir qu'il peut y avoir du bon derrière la dépression, c'est quand même compliqué. Parce que c'est tellement sombre que l'après, tu peux avoir plus de facilité à l'oublier, qu'il peut y en avoir un, qu'à y croire, en fait. C'est là où c'est dangereux, c'est là qu'être entouré, c'est important. Et en tout cas, d'avoir des gens... Parce que ça tombe dessus par moment. Tu sais même pas qu'est-ce qui crée... On sait pas. Et dire qu'on pensait que la dépression avant était un truc chimique et qu'on pouvait le régler avec la biochimie. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai adoré interviewer Natacha Calestrémé aussi, tu vois, sur se donner toutes les chances, parce qu'il y a des médecines non conventionnelles quand même, qui sont extraordinaires. Non, toi, tu as fait appel, je suis sûre, et tu as essayé plein de choses. Moi, j'ai fait barreur de feu, énergétiseur, magnétiseur, hypnotiseur. J'ai fait... Qu'est-ce qui a été le plus efficace ou en ce moment qui fonctionne bien? Là, en ce moment, c'est mon énergéticienne. Ça fait un bon nettoyage, hein, ça fait du bien, ça. Moi, ça me réaligne constamment. Et en fait, moi, en fait, ça me fait du bien énergétiquement, parce que je le sens, après, j'y suis connectée. Mais il y a vraiment un truc aussi... J'ai jamais voulu faire de suivi psychologique après mon accident, parce que à l'hôpital, j'ai eu des suivis en psychiatrie et en psychologie parce que j'étais sous médicaments, etc., antidépresseurs à l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai demandé à mes parents de plus avoir ce suivi psychologique. Parce que justement, en fait, moi, mes thérapies, je les trouvais ailleurs, dans l'écriture, avec mes amis, dans le sport, comme je te disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que, tu vois, j'ai toujours fait le choix de pas parler à quelqu'un. Et en fait, dans ma spiritualité, de parler à mon énergéticienne, en fait, je me rends compte que je lui parle, mais je lui parle de tout, en fait. Et je lui parle comme à une psychologue, en fait. Mais c'est juste que j'ai un chapitre dans le livre qui fait un peu écho, d'ailleurs, à ce qu'a écrit Natacha Calestrémé, tu vois, mais on peut tous s'en sortir, mais pas par les mêmes moyens. Et c'est pas parce que
quelqu'un va te dire, bah moi j'ai fait un groupe de parole, ça a tellement bien marché, et toi tu vas y aller, tu vas dire, mais c'est quoi ça? C'est pas du tout pour moi. Et c'est un peu suivre, faut que ça résonne aussi. Exact. Non, c'est comme ça que tu fais tes choix. Si ça t'appelle, Si ça vibre différemment. Si ça frissonne et ouais. Tu le sens dans ton corps. Ouais, exact. C'est quand même un instrument. Le corps parle. Le corps parle. Le corps parle. Ouais, il nous parle de plein de façons. Ouais. Et toi, tu nous parles à travers ton corps et ce qui s'est passé. C'est fantastique. C'est vrai. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter par rapport à cette conversation, par rapport à la spiritualité que tu découvres, ou des conseils, ou des choses liées au livre Je pense qu'on peut finir sur ce qu'on vient de dire. Tu vois, on a tous notre moyen pour s'en sortir. Et que parfois, il suffit juste de le trouver, et que ce qui marche chez quelqu'un, c'est pas forcément ce qui marchera en nous, et qu'en fait, il faut jamais perdre l'espoir de trouver ce qui nous fera du bien, en fait. Et parce qu'on peut relever la tête. Merci beaucoup, Julie. Merci. D'ailleurs, on n'est pas revenu sur le fait que Julie versus 12 février, mais là, on a bien Julie en face de nous aujourd'hui. Ah, là, on a Julie, ouais. Là, c'est clair. On a Julie. Ouais. Parce que le pseudo peut être aussi une planque. Bah, tu le sais, toi. Oui et non, c'était pas dans les mêmes circonstances. Non, mais c'est vrai que, juste pour finir là-dessus, pendant longtemps, le pseudo, en fait, a pris de la place. 12 février, c'était celle qui osait tout. Là où Julie, elle se cachait derrière des vêtements, elle osait pas encore. Et donc, 12 février, tu vois, Julie se cachait dans la rue, derrière des écharpes. Et 12 février, elle mettait des photos... Elle mettait des photos presque en brassière, quoi. Et c'était dingue. Et en fait, petit à petit, bien sûr que Julie, elle a grandi. Ouais, et puis il y a un équilibre qui s'est fait. Exact. Ouais. Voilà. Et c'est pas plus mal. Bienvenue, Julie. Merci. Merci. Gros bisous à tous. On vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Puis vous allez la retrouver aussi en podcast. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très chouette. J'ai hâte. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On vous embrasse très fort et n'hésitez pas à partager cette vidéo.